Bonjour papa, docteur Pénoël, comment ça va? Bonjour Magali, ça va très bien dans la Drôme, on a plein de soleil. Bon, nous à Strasbourg, ce n'est pas encore le cas. Alors aujourd'hui, on va parler des virus et des huiles essentielles. Alors on va parler des virus au sens large du terme. Euh, les virus et les huiles essentielles. Est-ce que les huiles essentielles agissent sur les virus? Oui, non, peut-être, c'est du placebo? C'est une vaste question. Comme toujours, il faut vraiment positionner le problème dans un cadre large. Alors effectivement, il faut déjà comprendre que les virus font intégralement partie de la biosphère terrestre. Ça, c'est une grosse vérité, et une vérité tellement importante que tous les travaux actuels montrent à quel point les virus ont été importants dans l'évolution de la vie sur la Terre. Et dans ton génome, Magali, eh bien, on a maintenant calculé que tu as 45% de ton génome, c'est pas rien, qui est justement installé au cœur du noyau de tes cellules grâce à l'action des virus. Donc, s'il n'y avait pas les virus sur la planète, on ne serait pas là à faire cette conversation pour nos fidèles abonnés. Donc, ça, c'est la première des choses. Comme d'habitude, on se focalise toujours sur la guerre, sur l'ennemi, sur la destruction. Ça, c'est vraiment l'état d'esprit occidental. Exactement comme dans le domaine de la bactériologie ou de la mycologie. La partie des champignons, la partie des bactéries qui s'avère effectivement potentiellement à risque, elle est infime en comparaison de l'autre partie qui est utile au processus de la vie. Et en ayant cette vision étriquée, à ce moment-là, on a une tendance à agir d'une façon affolée, destructrice. Et quand on remet en perspective, dans le cadre de la biologie intégrative et systémique, la position de ces êtres, on commence un petit peu déjà à prendre un recul et à s'apaiser. En même temps, si je peux me permettre, ce n'est pas de ma faute, ce n'est pas de notre faute. La première fois que j'ai entendu parler des virus, moi j'étais toute petite, c'était pour nous dire le méchant virus. Je n'ai jamais entendu personne me dire le gentil virus. Donc j'apprends que c'est 45% de notre génome. Moi j'avais entendu 7 ou 8% de notre rétro, alors je ne sais pas exactement comment on appelle ça, rétrovirus ADN, mais je n'avais jamais entendu des chiffres aussi importants. Donc, numéro 1, mea culpa, mais on ne m'a jamais parlé de ce gentil virus, de certains gentils virus. Voilà, alors ça c'est quand même une chose importante, mais on a fait pareil avec les bactéries. Quand Pasteur a découvert les bactéries, c'était l'ennemi à vaincre, à éliminer, à éradiquer. Et au final, maintenant, on s'aperçoit quand même des graves erreurs qui ont été commises. Donc nous, notre but, c'est pas de mettre, je dirais, un état d'esprit totalement apaisé, mais un état d'esprit de discernement. Parce que grâce au discernement, on apprendra à agir de manière proportionnée à la situation à laquelle on doit faire face. Alors, les gentils virus, on en parlera peut-être un jour. Moi, c'est vrai que je ne connais pas beaucoup. Là, on a à l'esprit plutôt les méchants, enfin, les pathogènes, j'imagine, je ne sais pas exactement comment on les appelle. Mais alors, est-ce qu'il y a l'action des huiles essentielles sur les virus, est-ce qu'elle est prouvée, elle est mesurée, c'est reproductible? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors, il faut distinguer ce qu'on appelle les biocides. Et dans les biocides, on a les virucides et les molécules aromatiques. On a la chance avec elles. Elles sont à la fois sont des biocides très larges. Elles peuvent avoir une action bactéricide, une action virucide, une action de destruction des champignons et des mycoses. Donc, c'est quand même très important de comprendre qu'avec cette molécule, avec ces molécules-là, on n'est pas restreint. Alors, quand on parle d'une action biocide, ça veut dire une action de désinfection à l'extérieur. À la limite, ce n'est même pas sur mon corps, c'est sur une surface ou c'est dans l'atmosphère. Et ça, c'est absolument prouvé. Là, il s'agit des virions. Ensuite, ce virus, quand il va être en contact avec l'être vivant, avec la cellule, puisque c'est comme ça qu'il va pouvoir réellement exister, et pour lui, c'est se reproduire, on ne parlera plus de virions, mais de virus. Donc, on peut dire qu'à ce moment-là, on va tester l'action proprement virucide à partir d'une culture de ce virus particulier et sur une culture cellulaire que ça pourra se faire
Donc, c'est pour ça qu'un laboratoire de bactériologie, de manière courante, ne s'occupe pas de tester le virus. On demande un antibiogramme, mais on ne demandera pas un virogramme. Ça n'existe pas en laboratoire de ville, ça se fait dans des laboratoires de recherche. Ça, c'est clair. Donc, tu dis, il y a le virus qui est à l'extérieur, par exemple, sur la surface de ma table, il ne s'appelle pas virus, il s'appelle virion. Et là, effectivement, les molécules aromatiques, elles vont permettre de l'éliminer. Ça, c'est des tests qui sont reproductifs, qui sont faits en laboratoire, mais dans des laboratoires bien spécifiques, parce qu'on ne teste pas de la même façon un virus par rapport à une bactérie. Et dès lors où ce virus va rentrer dans l'organisme humain, il ne portera plus le nom de virion, mais de virus. Et là, ça se complique. Ça se complique parce que le virus n'est pas un être vivant. Tu m'avais dit une fois, c'est un zombie. En fait, il ne peut pas vraiment vivre en dehors de nous. Donc, il vient nous pirater. C'est un pirate qui va rentrer à l'intérieur de notre mitochondrie, qui va donc, j'allais dire, qui va aspirer toute cette énergie. Et là, ça devient plus compliqué. Je n'ai pas dit les mitochondries. Hein. Pour l'instant, on est déjà dans le noyau de nos cellules à nous. D'accord, donc dans une deuxième phase, on va avancer, d'accord. Mais voilà, donc bien faire cette distinction entre, oui, on détruit le virion qui est sur la table de la salle à manger, en désinfectant avec des huiles essentielles, et quand il rentre dans l'organisme, ça se complique. Pourquoi? Alors, dans l'organisme vivant, il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas que des humains. Les virus sont capables d'attaquer tout ce qui existe dans le monde vivant, à savoir, bien sûr, les bactéries, les archées, qui sont les bactéries les plus primitives. Ils vont attaquer également les cellules du monde végétal et bien sûr aussi les cellules du monde animal. Donc ce sont des êtres parasitaires pour l'ensemble des autres êtres du monde vivant. Et chaque catégorie du monde vivant a son propre lot de catégories de virus qui vont les attaquer. Si le virus du tabac attaque le tabac, ce virus du tabac, il ne va pas t'attaquer toi, Magali. C'est très, très particulier. Donc, le monde vivant élabore des réponses, et ces réponses, on sait très bien que dans le monde végétal, et dans le monde notamment des plantes aromatiques, on a effectivement l'existence de ces molécules. Ces molécules, on peut les tester déjà en laboratoire, et en laboratoire, on cultive donc des cellules qui vont être infectées par un virus, et on a donc des témoins, et on peut ensuite comparer avec les cultures où interviennent ou des huiles essentielles ou des molécules aromatiques. Et là, comme tu le sais, il y a donc dans le livre L'aromathérapie exactement, des preuves évidentes où on s'aperçoit que lorsqu'on a utilisé, alors il s'agissait de... Alors moi j'ai le livre aussi, mais moi j'ai l'ancienne version de l'aromathérapie exactement, Pénoël Franco. Moi c'est la page 151, mais je peux montrer l'image, c'est ces deux photos-là, c'est ça? Oui, là on voit une plage infectée et puis on voit une plage grâce aux huiles essentielles qui a été protégée. Donc celle du haut, c'est celle qui est infectée. Voilà. Et quels sont les rapports qu'on a pu tester, enfin quels sont les chiffres en lien avec ces deux Alors, on s'aperçoit donc dans la page précédente que la diminution, quand on a permis effectivement l'utilisation de l'huile essentielle, en l'occurrence, si c'est du niaouli vis-à-vis de l'herpès simplex, eh bien, la diminution, elle est de l'ordre de 10 puissance 4. Alors, ça veut dire 10 000 fois moins. Donc, c'est quand même une puissance absolument extraordinaire en utilisant une huile essentielle tout à fait simple et, on va dire, qui n'amène pas des molécules irritantes, toxiques. Donc, c'était l'huile essentielle de niaouli testée sur l'herpès 1, c'est ça? Voilà. D'accord. Donc, c'est important de comprendre qu'il faut utiliser l'huile essentielle en sachant que l'huile essentielle va détruire le virus tout en respectant la cellule vivante. C'est ça l'intérêt. Parce que si on détruit tout, on détruit tout. Or là, au dosage qui est utilisé, la cellule restera viable et le virus va pouvoir être éliminé. Et c'est ça tout l'intérêt, toujours le rapport efficacité et sécurité.
Et ces tests, ils ont été faits dans… C'est quel type de laboratoire qui fait ces tests en virologie? Ça, c'est un laboratoire universitaire, hein, donc on n'est pas en médecine alternative, hein, on est vraiment dans des conditions de recherche en faculté de médecine ou en faculté de pharmacie. Ça, ce sont des rapports officiels que tout le monde peut consulter. Bon, là, on s'est reporté à ce type d'expérience, mais il y en a énormément qui sont effectués partout dans le monde. D'accord, donc ça, c'est quelque chose mesurable, reproductible. On ne va pas parler d'effet placebo. Hein, à ce niveau-là, je pense que c'est de la science pure et dure. Donc ça se complique quand on passe, on disait, à l'organisme humain. Pourquoi est-ce que ça se complique? Qu'est-ce qui fait que ce n'est pas aussi simple que ce que j'ai pu voir dans mes laboratoires de virologie? Parce que ça rentre dans un organisme complexe, parce que j'ai peur, parce qu'il y a mon système immunitaire qui va se mettre en branle peut-être de façon un peu trop importante ou excessive. Quel est le problème? Pourquoi ce n'est pas si simple le calcage de ce qui se passe en labo dans mon corps? Ça, si tu veux, c'est le processus en pharmacologie qui est très, très bien connu. On est dans ce qu'on appelle des études précliniques. Donc, on va tester soit sur des cellules, ça c'était le cas effectivement des cultures cellulaires affectées par le virus. On peut aussi faire des tests sur des animaux. Le passage à l'humain, comme tu le comprendras, c'est un passage délicat et difficile. Il faut comprendre une chose, c'est que moi j'ai vécu une époque où on se posait beaucoup, beaucoup moins de questions. C'est-à-dire que nos patients arrivaient avec différentes infections et avant d'utiliser la moindre petite trace de molécule de je ne sais quoi, on était habitué à agir avec nos huiles essentielles. Et puis on voyait que ça marchait bien. Maintenant, tu sais que le monde a évolué et qu'avant d'avoir le droit de faire quoi que ce soit avec un être humain, il faut remplir des dossiers, des autorisations, des demandes, que tout ça passe par des systèmes de contrôle extrêmement rigoureux, on dit des fourches codines, et donc avant d'arriver à faire quelque chose, maintenant c'est pratiquement impossible. Donc toi, Magali, tu es née aussi dans une époque où, effectivement, hein, même dans le ventre de ta maman, il y a déjà beaucoup d'huiles essentielles qui sont passées parce que il y avait aussi des petits soucis qui sont arrivés et on ne se posait pas de questions. Bon, donc ça, c'est, si tu veux, pour montrer le contexte, on va dire, géopolitico-économico-médical qui maintenant fait qu'on ne peut même pas lever le petit doigt sans aller demander au président de je ne sais quoi. Mais d'une manière plus réaliste, puisque nous, on se situe quand même un petit peu différemment par rapport à ces instances, les premiers éléments qu'il faut comprendre, c'est que ce virus va entrer dans un être vivant et que dans cet être vivant, il y a effectivement ce qu'on appelle un système de défense, qui est un système immunitaire. Donc l'être vivant n'est pas comme un sac de jute qui va être rongé par je ne sais quel ennemi. Il va effectivement s'établir ce qu'on appelle la biologie relationnelle entre l'hôte qui héberge et l'assaillant qui veut prendre sa place au sein de cet hôte. Et l'hôte va mettre en branle un ensemble de réactions très particulières en fonction du type d'attaquant. C'est-à-dire que s'il s'agit par exemple d'une bactérie, il y a certains mécanismes de défense. Quand il s'agit d'un virus, il y a aussi d'autres mécanismes de défense qui vont pouvoir intervenir. D'accord ? Et dans ces processus liés au virus, il y a des phases qu'il faut vraiment comprendre, et c'est très différent des bactéries. Le virus, il doit d'abord pouvoir s'approcher de la paroi de la cellule, il faut qu'il y ait des récepteurs spécifiques par rapport à ce virus spécifique sur la cellule en particulier, il faut qu'il puisse s'y attacher, il faut qu'il puisse y pénétrer, il faut ensuite qu'il enlève cette espèce de capside qui l'entoure, il faut ensuite qu'il puisse permettre à ce matériel génétique d'aller dans le noyau, il faut qu'il détourne la machinerie de fabrication de cet ADN à son profit. Et là, il faut distinguer l'ADN et l'ARN parce qu'il y a des transcriptions très compliquées, notamment pour le virus du sida. Après, il faut effectivement faire la fabrication de ses propres protéines, et puis il faut qu'il refasse sa petite capsule, il faut qu'il ressorte de la cellule pour aller infecter les autres cellules qui sont autour. Donc, ça fait comprendre qu'il y a des multiples cibles possibles de manière à intervenir et à bloquer l'action de ce virus au niveau de la cellule. Tu vois que c'est passionnant. Quand on fait de la bactériologie, à la limite, c'est relativement plus simple. Quand on fait de la virologie, c'est un peu comme si on rentrait dans ces virus d'ordinateur, puisque espèce de... Mais toi, tu me disais que les viroses respiratoires, c'est encore différent. Parce que Alors, après,
après, si tu veux, là, j'ai parlé Oui. du processus de la réplication virale d'une manière générale. Il faut comprendre qu'il y a beaucoup de types de virus et dans la caractéristique de ces virus, ils ont ce qu'on appelle un tropisme. Tu as des virus qui sont neurotropes. Tu as des virus qui vont attaquer des cellules dans l'intestin. Tu as des virus qui vont attaquer des cellules du système respiratoire, ORL ou bronchique, etc., etc. Donc, pour chaque catégorie, il y aura effectivement des stratégies qui vont être obligées d'intervenir spécifiquement. Moi, quand je t'écoute parler comme ça, je ne peux pas m'empêcher de me dire, mais pourtant, quand on navigue un petit peu sur des blogs ou des sites et tu tapes virus et huile essentielle, ça paraît très simple. Globalement, on te dit d'utiliser on va dire des huiles essentielles acénéoles. On a nommé le niaouli tout à l'heure. On peut nommer l'eucalyptus globulus, l'eucalyptus radiata. Pour les gens qui sont un petit peu, on va dire, dans la mouvance un petit peu aromatique, ils ont à peu près, ils savent les huiles essentielles à utiliser. Quand je t'écoute, j'ai l'impression que ça ne paraît pas si simple. Ou alors l'explication est complexe, mais l'application finalement reste simple. Mais j'ai l'impression qu'on rentre dans quelque chose qui est loin d'être tu sais, je crois, Magali, que l'extraordinaire chose, c'est que la nature nous permet, dans l'action, d'avoir des résultats qu'on considère comme simples, mais par derrière, il y a quelque chose d'immensément complexe. Si tu regardes un film comme Avatar, tu sais que c'est mon film culte, bon, tu vas regarder, il dure 2 heures, mais il y a 10 ans de travail derrière. Et là, dans la nature, c'est des centaines de millions d'années de travail et même plus des milliards d'années de travail pour arriver à quelque chose qui te paraît simple. Alors ça me rappelle, en même temps que tu dis ça, j'ai une phrase qui me vient, elle me vient en anglais, désolée, je vais la dire en anglais, je la traduirai après, c'est Nature is complex, so that we don't have to be. La nature, elle est complexe pour que nous, on n'ait pas besoin de l'être, pour que nous, on puisse rester simple. Donc je résumerai ce que tu as dit par cette phrase-là. Ouais, donc une très grande complexité. Ce que je voulais souligner, c'est que parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé, choqué et même déçu et désespéré. Bon, il y a un grand professeur à Marseille, je ne vais pas citer son nom, mais quand certains parmi ceux qui évoluent dans le côté naturaux, etc., se sont permis de lui poser la question à propos des huiles essentielles, il s'est permis de répondre « Oh, ça c'est du placebo », alors que les études dont je te parle, que tous ces mécanismes sont étudiés sur les molécules aromatiques et les huiles essentielles, avant de se permettre d'émettre le moindre jugement, quand on ignore un sujet, il faut dire je m'excuse, je ne le connais pas, je vais étudier le sujet, si ça m'intéresse, et ensuite je serai en position de répondre. Ce n'est pas parce qu'on a un titre de professeur dans tel ou tel domaine qu'on peut se permettre d'affirmer, et de manière, je dirais, extrêmement autoritaire, des réponses qui vont induire chez les personnes qui sont en quête de vérité des éléments de fausseté qui peuvent les perdre ensuite par rapport à des réponses qui sont simples, qui sont faciles, en tout cas dans les cas les plus courants. Et ça, je dirais que d'une certaine manière, intellectuellement, c'est criminel. Ça, je tenais aussi à le dire. Oui, effectivement, on a beaucoup d'études maintenant qui travaillent là-dessus. Mais après, pour passer au vivant, toi, en tant que clinicien, tu as l'expérience des viroses respiratoires, tu as quoi, 30, 40 ans d'expérience. Est-ce que c'est quelque chose, tu dirais, c'est compliqué par rapport à d'autres types de pathologies? Est-ce que vraiment il faut affûter ces outils pour vraiment juguler les infections virales? Qu'est-ce qui est difficile dans ce processus-là? En tant que clinicien, là, je te pose la question. Alors, si tu veux, il faut vraiment se mettre en face du patient ou de la patiente. Bon. Et ça, je l'ai bien vécu et j'aurais bien des anecdotes à raconter parce que entre étudier sous le microscope électronique ou sur des cultures cellulaires, c'est une chose, et se trouver face au patient ou à la patiente, c'est tout à fait différent. Un des éléments qui est caractéristique, c'est que c'est la vitesse avec laquelle le processus se met en place. Tu étais bien, tu t'es promené, bon, tu as pris un peu froid, peut-être tu avais des conditions psychologiques difficiles, puis une demi-heure après, tu es cloué au lit, tu as une fièvre qui se met à monter, tu as des douleurs musculaires, tu transpires, tu trembles, tu ne sais pas ce qui se passe. Mais là, vraiment, tu sens que tu es attaqué de l'intérieur. Et donc, il y a quelque chose qui se passe en toi qui est, d'une part, la peur, et c'est normal, ça mobilise des défenses, des fois ça les paralyse. Et puis ensuite, si tu veux, il va s'installer un état de
pratiquement d'épuisement. C'était cloué au lit. Bon, on a parlé des bactéries l'autre fois, bon, bah, tu commences à tousser, à cracher, ça n'a rien à voir. La violence de l'attaque, en tout cas un certain nombre de circonstances, elle est vraiment caractéristique. Et par conséquent, ça demande de la part du thérapeute ou de la personne, si elle-même est son propre thérapeute, une capacité réactionnelle extrêmement vigoureuse, intensive, répétitive, qui s'apparente à ce que j'appelle une pression continue qui ne doit pas se relâcher jusqu'à ce qu'on ait obtenu la victoire. Tout relâchement, toute diminution, toute faiblesse, le virus, tu l'as compris Magali, il va en profiter. Un virus rentre dans une de tes cellules, au bout d'une demi-heure, il y en a 100 qui font éclater la cellule, 100 vont attaquer 100 cellules, ce qui veut dire après tu en as 10 000, et après tu en as, tu vois, la multiplication exponentielle. Bien sûr, tes défenses se mobilisent, mais si tu peux apporter dès le départ la puissance de la réponse aromatique, comme nous l'avons élaborée avec bien sûr des techniques d'application extrêmement puissantes, ça te garantit une sortie de cette attaque perfide, vicieuse et violente, aussi rapide que possible. Que si tu laisses les choses évoluer en l'état, il peut y avoir des complications, et notamment des complications qu'on appelle des surinfections bactériennes. C'est-à-dire que je dis toujours, les brigands ouvrent la porte aux bandits, ou les pirates ouvrent la porte aux brigands, comme tu voudras. Au début, c'était viral, et puis ça s'est compliqué. Comme on disait, le virus rentre dans l'organisme, ça se complique. On a des co-infections aussi bactériennes, et donc l'infection virale s'est donc doublée d'une autre infection. Et puis après, il y a ce propre système immunitaire qui va emmener ces orages de cytokines, et ça aussi, c'est très problématique aussi. Alors ça, c'est vraiment ce qu'on a découvert récemment pour bien sûr une pathologie dont tout le monde parle. Et c'est très intéressant à comprendre parce qu'on s'aperçoit que c'est un peu, je vais te donner l'image d'un, imaginons que chez toi, tu as un journal qui s'est enflammé, hein, et puis ce journal, tu étais à côté, tu t'en aperçois, tu prends un verre d'eau, tu as mis un verre d'eau, tu es tranquille, ça s'est arrêté. Imaginons que le journal s'est enflammé, bon, tu étais parti à côté, ce journal est posé au côté du pied de la chaise, et puis tu reviens au bout d'un quart d'heure et tu vois que la chaise est en flamme. C'est quand même plus sérieux. Et à ce moment-là, tu as tellement peur, tu prends une lance à incendie et t'inondes avec des milliers de litres d'eau ta cuisine, qui va être finalement attaquée bien plus par l'eau que par ce pied de chaise qui était en feu. Eh bien, dans le cas de l'immunologie, ça se passe comme ça. Si un système immunitaire n'est pas dans un état d'être alerte et vigilant pour intervenir exactement au moment où il faut, à la manière dont il faut, à ce moment-là, l'attaquant prend sa place. Et au moment où le système immunitaire il découvre « Oh, c'est terrible !» et à ce moment-là, il se met à bombarder, il bombarde tellement que ce qu'on appelle ce fameux orage de cytokines va créer des dégâts parfois irréversibles, parfois incontrôlables, pas uniquement sur le plan respiratoire, mais absolument dans tout l'organisme. Et c'est ça qui fait la difficulté et la gravité dans ce cadre-là. Il y a donc un déficit, si tu veux, et un déphasage dans ce système immunitaire. C'est pour ça que dans cet apprentissage des bonnes réactions du système immunitaire, nous distinguons ce que j'appellerais, moi, non pas la prévention. La prévention, je vais être très clair. Tu te laves les mains avec le gel, tu portes un masque, tu éternues dans le pli de ton coude, tu t'éloignes en distance sociale. Ça, c'est la prévention. Nous, ce qui nous intéresse, Magali, c'est la phylaxie. C'est le terme grec pour prévention, c'est la biophylaxie. Et la biophylaxie, tu la travailles tous les jours de ta vie. Et c'est ce que je dis toujours, tenez-vous prêts, tout se joue en amont. Quand la maladie se déclare, si vous n'avez pas travaillé en amont, c'est déjà un peu tard. Si tu as un accident de la route et que tu vas voir ton assureur, ben oui, moi je veux bien vous couvrir pour des autres accidents, mais pour celui qui est arrivé avant, il fallait mettre la ceinture, il fallait gonfler les pneus, il fallait réviser, etc., etc. Là, tu nous parles un petit peu de ce que nous, on appelle la fitness aromatique, mais aussi la fitness immunitaire. De la même façon que si on nous demande de courir un marathon, ça se prépare. Donc, il faut commencer à préparer notre système immunitaire comme si on allait être des judokas. Hein, on va rentrer au 7e dan. Et donc, il faut travailler tous les jours sur cette fitness immunitaire. Et puis, ce que j'entends, c'est que finalement, là, tu dis que le virus, alors on ne parle pas du virus Ebola, hein, on parle de certains types de virus classiques, que en fait, ce n'est pas tant lui qui est problématique, mais ça va être les réactions excessives de notre système immunitaire. Et c'est pourquoi souvent je t'entends dire, je n'aime pas le mot booster le système immunitaire, parce que si tu boostes un idiot, tu auras quoi?
tu auras un idiot boosté. Donc, il ne faut pas booster son système immunitaire, il faut le rendre intelligent. Et comment on le rend intelligent? Eh bien, c'est un petit peu tout le travail qu'on peut faire en médecine aromatique. Donc, je tiens à préciser que cette vidéo que nous sommes en train de faire, c'est un prélude à la masterclass que nous allons proposer donc, le 31 janvier, qui s'intitulera Virose respiratoire. Donc, on sera en Zoom live pendant 3 heures. Il y aura effectivement un PDF également pour les personnes qui se seront inscrites. Donc, je vous invite à vous inscrire à ce Zoom. Si la date est dépassée, eh bien, il sera disponible en replay et vous pouvez le trouver sur www.osmobiose.com. On va faire une masterclass sur les viroses respiratoires. Alors, je te laisse continuer. Donc, la médecine actuellement, elle nous apporte des connaissances, notamment dans les mécanismes réactionnels immunologiques. Pour nous, c'est du petit lait. Parce qu'en fin de compte, qu'est-ce que nous prenons? Nous prenons effectivement de rendre ce système immunitaire apte et réellement capable d'agir avec une grande intelligence. Un système immunitaire, il peut produire des molécules qui sont dangereuses. Et c'est normal, puisque c'est des molécules qui sont là pour détruire. Et si on n'arrive pas à maîtriser, comme quelqu'un qui confierait une arme dangereuse, hein, une mitraillette, un pistolet mitrailleur, un tank, ce que tu veux, eh bien, ça va se transformer en un ennemi. C'est pour ça que dans cet apprentissage immunologique, à chaque fois qu'on intervient d'une manière coercitive, suppressive, punitive, quelque part méchante, entre guillemets, le système immunitaire, il ne comprend plus. Quand le système immunitaire d'un jeune enfant, parce qu'il a fait un rhume, parce qu'il a commencé à avoir un petit peu mal à l'oreille ou qu'il se plaint un petit peu de la gorge qui est un peu rouge, immédiatement, on bombarde son organisme avec des substances qu'on appelle antibiotiques ou sulfamides. Ces substances-là ne vont pas aider l'éducation immunologique de cet enfant. Or, l'immunologie, c'est une question d'éducation. Dans le ventre de la maman, le système immunitaire se met en place et notamment, il y a une université qui s'appelle le Thymus. Et dans cette université, Magali, tu sais, tu peux te plaindre des fois qu'en fac de médecine, on élimine trop d'étudiants. Eh bien, dis-toi une chose, les lymphocytes T qui vont être éduqués dans ton thymus, T pour thymus, c'est pour ça qu'on s'appelle comme ça, il y en a 1 sur 100 000 qui va réussir à passer l'examen. Tous les autres, on les élimine. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas capables d'être bien formés. À ce moment-là, ils seront incompétents. Et si on est incompétent pour défendre l'être humain qui va naître, on n'a pas le droit d'exister. On est impitoyable parce qu'il s'agit de protéger ta vie. Donc, cette éducation qui est rigoureuse, quand on s'aperçoit qu'ensuite, le tout petit, dès qu'il a le moindre bobo, on le bombarde de ces substances qui sont effectivement des perturbateurs microbiotiques majeurs, on est en train de créer des fondations qui feront ensuite que bien d'autres maladies vont se développer, et en particulier, il y a une déviation de ton immunologie, parce qu'il y a ce qu'on appelle les TH1 et les TH2. Les TH1, tu laisses le gosse à la ferme toucher tout ce qui traîne, aller dans la porcherie, ramasser n'importe quoi. Alors, bien sûr, ça c'est horrible, les hygiénistes, mais c'est grâce à ça qu'il va éduquer son système immunitaire, parce qu'il va rencontrer toutes sortes de champignons, de bactéries, de virus, voilà, tout ce qu'il faut. Et là, il est éduqué. Celui-là qui est bien protégé, alors antibiotiques dès que ça ne va pas, désinfection dès que ça ne va pas, on est sans arrêt à le mettre dans une espèce de cocon. Il n'a aucune éducation immunitaire. C'est la voie TH2 qui se développe. Et après, tu vois, ce gosse, à l'âge de 4 ans, 5 ans, il commence à faire des allergies au moindre grain de pollen, au grain de poussière. Et puis quand ça continue comme ça, il va développer ensuite des processus qui vont finalement aboutir à cette explosion des pathologies auto-immunes qui inondent non pas l'ensemble de la planète, mais spécifiquement les pays occidentalisés. Tu as la preuve épidémiologique que ça concerne les pays à grand niveau d'hygiène. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a gagné avec cette espèce d'explosion d'hygiénisme totalement abusive, y compris le fait qu'on crée des multiples résistances au niveau des bactéries et qu'on inonde les porcheries et les élevages d'animaux avec les mêmes antibiotiques, on a créé une situation que j'appelle un désastre immunologique
dont la médecine elle-même, soit humaine, soit vétérinaire, est la propre responsable. Donc, on fabrique depuis la petite enfance les futures maladies que les autres médecins spécialistes auront à soigner plus tard chez les adolescents et chez les adultes. C'est triste d'entendre ça. C'est triste parce que moi, quand tu me dis ça, j'imagine des enfants qui ont toutes les capacités et toute l'intelligence immunitaire pour répondre et que finalement, ben, on ne leur laisse pas faire leurs armes. Alors, il ne s'agit pas de ne rien faire, hein, parce que j'entends déjà le discours de dire, bien sûr, on peut aider, mais toi, tu dis qu'il faut choisir les outils intelligents. Tu as besoin d'antibiotiques peut-être dans ce cas-là, mais peut-être dans ce cas-là, tu n'as pas besoin d'utiliser le bazooka s'il y a une mouche qui t'attaque. Peut-être que le tape-mouche suffira. Donc, je crois que en même temps, moi, je me sens un petit peu triste d'entendre ça parce que je me dis que c'est dommage. On a une force potentielle, une force vive chez l'enfant. Ça me touche d'autant plus que j'ai travaillé en éducation Montessori. Et je me dis, bah, on ne leur laisse pas révéler toute leur force, leur puissance, et puis leur donner aussi ce pouvoir. J'ai aussi l'image qui me vient d'un papillon, tu vois, la chenille, quand elle essaye de s'ouvrir, c'est difficile. Et si quelqu'un vient pour l'aider et enlève tout, elle n'arrivera jamais à voler de ses propres ailes. Donc, il faut vraiment la laisser travailler à ouvrir ce petit cocon pour qu'elle puisse voler de ses propres ailes. Donc, je crois qu'on touche là à la notion, je crois, de confiance. Confiance en son organisme, confiance en sa capacité de réagir. Et je trouve que derrière ce discours, au-delà du clivage d'être allopathique ou pro-aroma, on touche à la notion de retrouver ce pouvoir intérieur et cette pharmacie qui nous a été donnée au départ. Et qu'est-ce qu'on en a fait? Moi, ça me touche beaucoup, ce thème-là. Ça me touche beaucoup. C'est juste. Et je pense que la puissance de l'aromathérapie, elle est là pour nous faire prendre conscience que des solutions efficaces, relativement abordables et surtout sûres, qui ne présentent pas tous les risques qui sont inhérents à l'utilisation des substances chimiques, désinfectantes, antibiotiques, sulfamides, etc., elles sont vraiment à notre portée et que pouvoir les transmettre à qui de droit, c'est-à-dire celles et ceux qui sont en quête de réponses différentes, c'est notre mission sacrée, à toi Magali et à moi et à toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent dans ce combat pour la vie. Voilà, ben, je te remercie beaucoup. Merci beaucoup pour ces explications qui sont éclairantes, enrichissantes. C'est passionnant pour moi et j'espère que ça le sera aussi pour les personnes qui vont visionner cette vidéo. Donc, nous, on se retrouve le 31 janvier pour notre masterclass qui s'appellera donc virose respiratoire et huile essentielle. On verra comment implémenter un programme aromatique, comment réagir face aux réactions excessives de notre système immunitaire. On abordera également la question, on a beaucoup entendu parler d'utiliser des suppos. Est-ce que c'est judicieux? Est-ce que ce n'est pas judicieux? Comment? Quelle est l'interface la plus adaptée? La voie orale, la voie cutanée? Voilà. Tout ça, on l'abordera donc de manière spécifique et il sera également disponible en replay. Vous pouvez réserver ce Zoom sur www.osmobiose.com. Merci, papa. Je voulais vous dire une chose. Soyez prêts à devenir des véritables combattants. Je vais vous donner les secrets qui viennent de 40 années de pratique au combat, comme si j'étais quelqu'un qui était allé vraiment face à face avec des ennemis sur le terrain, et pas quelqu'un qui est dans les bureaux à concevoir des expériences d'esprit. Non, là, c'est vraiment le résultat. Et cette masterclass, elle est faite pour celles et ceux qui deviendront, j'aime pas employer ce mot-là, mais je dirais quand même des combattants et des combattantes. Donc, alors, on va dire des judokas et des judokates. Voilà. Ceinture noire. Des judokates de l'immunité. Merci, papa. Bonne journée. Au revoir.